Donc nous allons terminer la matinée par un sujet relié mais assez différent, qui est un sujet de droit, avec deux intervenants, cette fois Henri Truchet et Bruno Potier de Lavarde, qui vont nous parler de, eh bien ça va être une surprise pour moi, de ce qu'on peut attendre et de comment il faut protéger les gens. Les données. Les données et les gens. Et les gens. Et les gens. Alors les juristes n'ont pas tellement l'habitude de parler dans les colloques avec des slides, probablement parce que ce qu'ils disent est moins compliqué. Et puis, autre particularité des juristes, ils sont naturellement cravatés. Alors, il faudrait peut-être essayer d'établir par des algorithmes le sens de cette relation entre slide, pas de cravate, et pas de slide et cravate. Et droit. Là, il faudra travailler. Et droit. Professeur Gérard Berry, vous avez eu l'idée, on verra plus tard si c'était une bonne idée, d'inviter des juristes à prendre la parole dans un colloque dont l'objet est marqué par un niveau haut, élevé d'expertise scientifique. Nous vous en remercions et vous félicitons de cette ouverture à une approche interdisciplinaire, pluridisciplinaire, qui n'est pas si fréquente. Vous avez bien fait, à notre sens, parce que oui, les algorithmes, l'apprentissage, soulèvent effectivement des questions épineuses du point de vue juridique. En fait, nous nous présentons à deux, tels des motards de la gendarmerie nationale, ce qui ne veut pas dire que nous soyons là avec des sifflets pour un rappel à la loi. Les juristes ici n'ont pas de certitude. Ils ont des questions, aussi bien quant aux principes applicables qu'en ce qui concerne les conséquences pratiques des avancées techniques que vous nous décrivez. D'où la présence d'un professeur de droit, professeur Didier Truchet, qui est rompu aux questions de droit de la santé, et du praticien qu'en tant qu'avocat, j'essaie d'être. Ce n'est évidemment pas l'imagerie médicale qui pose des questions en droit par elle-même. Une disposition législative du Code de la santé publique, d'ailleurs, s'applique formellement à l'imagerie cérébrale et prévoit de l'encadrer par un guide de bonne pratique. Et au-delà de l'imagerie cérébrale, le site de la Haute Autorité de Santé comporte effectivement un guide des bonnes pratiques de l'imagerie médicale qui a été établi par la Société française de radiologie. Si l'imagerie médicale ne constitue donc plus pour le juriste un point d'interrogation, ce n'est pas le cas de vos machines, qui apprennent plus ou moins toutes seules, à partir des algorithmes et des images. Leur fonctionnement nécessite en effet l'utilisation, le recueil d'abord, l'utilisation, la conservation de cohortes immenses de données personnelles de santé. Nos données personnelles de santé, le mot cohorte, je l'ai appris en préparant ce colloque. Vous avez le privilège d'avoir une acception particulière du mot cohorte que les juristes ne connaissent pas, mais sans doute faudra-t-il que les juristes l'apprennent dans ce sens. La mise en œuvre de ces données, qu'il s'agisse du diagnostic ou du traitement médical, soulève quant à elle de difficiles questions de responsabilité. Quelle peut être sur cette double question, les données, le recueil des données, la responsabilité, l'apport du juriste? Alors je voudrais, avant que nous essayions de répondre à ces deux questions, rappeler 3 points qui sont pour des juristes des évidences, mais peut-être pas forcément pour tout le monde. La première chose, c'est que le droit ne peut pas, Dieu merci, être en avance sur la science ou sur la technologie. Et il lui faut du temps, et il faut du temps aux juristes pour voir émerger petit à petit les problèmes que les applications de la science peuvent poser dans la société et les régler. Le deuxième point, c'est qu'en droit français, il n'y a jamais de vide juridique. La chose surprend souvent
et pourtant elle est évidente. Elle est évidente parce que depuis 1804, le Code civil interdit à tous les juges français de refuser de statuer au motif du silence, de l'obscurité ou de l'absence de la loi. Par conséquent, il y a toujours une réponse du juge, donc une réponse juridique, même lorsqu'il n'y a aucune règle spécifique qui existe dans la matière. Et dans ce cas-là, si vous me passez l'expression, les juristes se débrouillent avec les instruments généraux, les principes dont ils disposent pour trancher la question qui leur est posée. Alors, dans le cas présent, nous ne sommes pas d'ailleurs sans règles spéciales, puisqu'il y a la loi du 6 janvier 1978, Informatique et Liberté, qui est en cours de révision à nouveau, et notamment pour être mise en conformité avec le désormais célèbre règlement général de protection des données qui entre en vigueur le 25 mai prochain. Et le troisième point que je voulais signaler est que la question de l'intelligence artificielle, pas seulement à l'égard de l'imagerie médicale, mais dans toutes ses applications possibles, est probablement celle qui, à l'heure actuelle, ou l'une de celles qui, à l'heure actuelle, mobilise le plus la recherche juridique, qu'il s'agisse des institutions officielles ou qu'il s'agisse de la doctrine. Je rends la parole à Bruno. Merci. Notre réflexion va donc porter d'abord, comme je vous l'indiquais, sur la question des données, du recueil des données. Les règles actuelles sont-elles compatibles avec les impératifs de collecte liés à l'apprentissage, ou faut-il en concevoir de nouvelles? Cette collecte de données personnelles fait l'objet dans notre pays d'une certaine méfiance. Elle est regardée comme susceptible d'attenter à nos libertés individuelles. Il suffit de lire l'intitulé de la loi du 6 janvier 1978, 40 ans quand même, cette loi Informatique et Liberté. Loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. L'article 1er annonce d'emblée la couleur. Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant. Les articles suivants mettent en place les conditions d'exercice de ce droit en soumettant la collecte à un certain nombre d'impératifs. Les données doivent être collectées de manière loyale et licite, c'est bien le moins qu'on puisse attendre. Elles sont, mais ça n'est pas si évident, elles sont adéquates, pertinentes, non excessives, ce qui veut dire notamment qu'elles sont temporaires. En découle un certain nombre de droits pour les personnes concernées, droit de consentir au traitement qu'on évoquait tout à l'heure, ou au minimum d'être informé de la nature de l'intérêt poursuivi par l'auteur de ce traitement, droit de s'opposer à ce que ces données fassent l'objet d'un traitement, droit à la communication des informations la concernant, la personne, droit de connaître la logique qui sous-tend le traitement automatisé, autrement dit, le logiciel de traitement, connaître la logique du logiciel. On va loin. Ces droits sont très largement confirmés, si les logiciels ont une logique, ces droits sont très largement confirmés par le règlement du Parlement et du Conseil, dont parlait Didier tout à l'heure, le Conseil de l'Union, d'avril 2016, ce fameux RGPD qui entrera bientôt en vigueur. Il tend pareillement à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Le principe est solennellement énoncé dès l'article 1er du règlement. Cette protection est un droit fondamental. Le niveau, ce qui est, dans le langage de l'Union européenne, le maximum d'importance, d'élévation du droit en question, fondamental. Le niveau de protection qu'il institue est plus élevé encore que celui de la loi de 1978, par exemple, s'il impose un consentement donné par un acte positif, clair. Il institue un droit pour la personne concernée de retirer à tout moment ce consentement. Sont expressément soumises à ce régime de protection les données à caractère personnel concernant la santé, définies comme tout ce qui touche à l'état de santé physique ou mental, passé, présent ou futur de la personne. On voit mal quelles données recueillies dans un établissement de santé à l'occasion d'un acte d'imagerie médicale pourraient échapper à cette définition-là.
Comment alors concilier la nécessité d'une collecte de données suffisamment massives pour permettre l'apprentissage avec l'exercice de ces droits fondamentaux et de ces garanties qui vont apparaître à l'auteur ou l'exploitant des logiciels comme autant de contraintes ou d'entraves? Il est vrai que le recueil du consentement du patient n'est sans doute pas une vraie difficulté, nous avons l'habitude de cocher des cases. Mais le droit d'être informé de l'utilisation actuelle de ces données, le caractère temporaire de l'utilisation, le droit de la retirer, ont-ils vraiment un sens? Et correspond-il là à des possibilités techniques effectives? On a vu les difficultés de l'AP-HP pour essayer de s'y conformer certainement, mais tout le monde n'a pas les moyens techniques et juridiques de l'AP-HP. On peut se demander ce que veulent dire ces droits affirmés, mais sans efficacité réelle si leur mise en œuvre est impossible, comme ce droit au bonheur des constituants révolutionnaires. Faudra-t-il se résoudre à admettre que tout ça est trop compliqué et inviter les collecteurs de données à tourner ailleurs leur filet? Encore faut-il que les différences entre les populations concernées n'entraînent pas des risques d'inexactitude ou d'inappropriation dans la mise en œuvre et l'exploitation des données. Cela fait qu'on pourrait songer à se prévaloir des diverses exceptions prévues au bénéfice de la recherche scientifique ou des traitements opérés à des fins statistiques. Mais peut-on sincèrement parler de recherche scientifique ou de finalité statistique à propos du recueil des big data? Ce n'est pas son réel ou ce n'est pas son seul objet. Faut-il alors renoncer à énoncer, peut-être hypocritement, des règles protectrices qui risquent d'entraver l'immense progrès des diagnostics et des soins que l'on voit se profiler, et rechercher s'il peut exister un autre statut pour les données personnelles de santé faisant l'objet de traitements par intelligence artificielle, peut-être en pensant à ce qu'écrit Cédric Villani dans son rapport. On peut même se demander si la notion de données à caractère personnel peut tout simplement conserver un sens. Cette question, trop difficile pour un praticien, relève de l'université. La question relève de l'université, la réponse, c'est moins sûr. Oui, ici, effectivement, on devient très aventureux. On évoque une piste de recherche dont on ne sait pas du tout ce qu'elle pourra advenir. Mais nous avons été frappés à la fois par le constat qui vient d'être fait, c'est-à-dire que même ce texte très récent qu'est le RGDP paraissait assez mal adapté à vos besoins et à vos contraintes. Et nous avons été aussi intrigués par cette phrase de Cédric Villani, qui vient d'être rappelée. Peut-être que la notion même de données personnelles dans le domaine de l'intelligence artificielle est dépassée. À ceci près qu'ayant posé la question, Cédric Villani n'apporte aucune espèce de début de réponse. Alors, où chercher la réponse? Je ne sais pas très bien, j'imagine. J'imagine, et quand un juriste essaie d'imaginer, en réalité, il se rattache toujours à un certain nombre de convictions et de principes. Ces convictions et ces principes sont qu'en aucun cas, la règle de droit ne doit avoir pour objet ou pour effet de paralyser le progrès de la science du moment qu'il est bénéfique pour l'humanité. Ça, c'est le premier point. Que secondement, une règle de procédure, une règle même de détail, ça se change. Mais qu'il y a des choses fondamentales auxquelles il faut veiller et qui sont bien entendu le respect des droits fondamentaux de la personne et du patient. Et là, je dois dire que si nous ne nous méfions pas des apprentis sorciers, il nous arrive parfois de penser qu'un certain nombre de scientifiques ou de médecins, je l'ai constaté tout au long d'une trop longue carrière, comme en témoigne mon âge, s'ils sont souvent extrêmement soucieux du respect du droit et bien entendu de l'intérêt de leurs patients, imaginent peu les conséquences non médicales que peuvent avoir les traitements qu'ils font ou les décisions qu'ils prennent. Et donc,
il ne peut pas être question, à nos yeux, de dire tout ce que fait l'imagerie médicale en matière de traité par intelligence artificielle est forcément bon parce que c'est techniquement de plus en plus parfait, parce que c'est... Non, tout en droit est question d'équilibre, et pas seulement de logique scientifique. Alors, ayant dit cela, quelle pourrait être la piste seulement? Elle consisterait à dire qu'à un moment quelconque, mais ce moment quelconque, c'est à vous de nous le dire, c'est pas moi qui puis l'imaginer, qu'à un moment quelconque du traitement des images que vous faites pour les intégrer dans ces immenses bases auxquelles sont ensuite comparés le cas des patients suivants, il y a une espèce de rupture qui ferait que ces données cesseraient de pouvoir être considérées comme personnelles au sens de la loi informatique et liberté, ou personnelles au sens du RGPD, du Règlement général de protection des données. C'est-à-dire qu'il s'agirait bien entendu de respecter fondamentalement un certain nombre de droits essentiels des patients. Il s'agirait en même temps d'avoir un moment de césure où le respect intégral des droits qui viennent d'être évoqués ne serait plus raisonnable et ne serait même plus dans l'intérêt des patients. Mais comment faire? Ça, je ne sais pas. Personne ne sait. Je dois dire d'ailleurs que le propos que je viens de tenir n'est pas exactement celui dont nous étions convenus avec Bruno, tout simplement parce que j'ai beaucoup appris depuis ce matin et que j'ai donc modifié ce que j'avais l'intention de dire en vous écoutant. Vous m'avez fasciné, vous m'avez fait peur. Maintenant, c'est nous qui allons vous faire peur en parlant de responsabilité. Bel enchaînement. Oui, je voudrais juste revenir sur cette question des données effectivement en posant la question, est-ce que le RGPD n'est pas un peu, qui est quelque chose d'extrêmement lourd, extrêmement complet, extrêmement achevé, abouti, on dirait? Est-ce que ce n'est pas un peu prématuré? La responsabilité. On pourrait croire que les régimes de responsabilité qui, depuis la fin du 19e, se sont progressivement adaptés aux progrès techniques et industriels, au machinisme, pourront facilement, de la même façon, répondre aux questions et situations nouvelles que va poser le développement de l'apprentissage à partir de l'imagerie médicale. Est-il justifié de penser, professeur? Je n'ai pas besoin d'être professeur pour répondre oui. À l'évidence, vos machines, vos traitements, vos logiciels feront des dommages, à un moment ou à un autre. Et à partir du moment où il y a dommage, notamment pour une personne qui n'est pas forcément un malade, ni même forcément le patient d'ailleurs, à partir du moment où il y a dommage, la question se pose de savoir comment le réparer. Et la question, elle ne sera pas posée initialement par les juristes, elle sera résolue par les juristes, elle sera d'abord posée par la victime elle-même, qui a droit à ces égards-là. Alors, il faut qu'il y ait quelqu'un qui indemnise le dommage. Nous avons déjà des règles. Nous avons déjà des règles particulières qu'on n'a pas le temps d'étudier. Il y a une responsabilité spéciale, un régime spécial de responsabilité envers les professionnels et établissements de santé qui sont en milieu hospitalier public ou en milieu libéral dans le Code de la santé publique. Il y a un régime déjà assez ancien, 98, 30 ans, 20 ans, pardon, du fait des produits défectueux qui est applicable au logiciel qu'on trouve dans le Code civil. Il y a dans le RGPD, enfin c'est un peu particulier, un régime particulier de responsabilité du responsable du traitement. Nous n'avons évidemment pas le temps d'étudier. La question étant pour nous de savoir si ces régimes, sont encore adaptés aux problèmes que vous vous posez, deux, comment les articuler. Nous n'avons pas encore les réponses, mais nous avons les questions, parce qu'elles sont toujours les mêmes en matière de responsabilité. Et ces questions, c'est quel dommage, quel régime de responsabilité, quel responsable, quel dommage, Bruno? La première question que pose effectivement la détermination d'un régime de responsabilité, c'est bien la détermination des dommages qu'il s'agit de réparer. Il s'agit en l'occurrence des dommages aux personnes causés par des diagnostics,
ou des préconisations thérapeutiques déterminées par la machine ou avec son aide. Erreur de la machine, en présence d'une situation exceptionnelle qu'elle n'aurait pas apprise. Il restera toujours une marge d'erreur, crois-je comprendre. Erreur de l'homme, le médecin, le laborantin, qui aura mal interprété ou compris l'image ou les préconisations, ou qui se sera fié sans clairvoyance aux propositions de la machine. Mais ce ne sont là que des hypothèses où la programmation de la machine a été normale, loyale, pour ne répondre qu'à un objectif clair, soigner le patient concerné, rien que le soigner, ne soigner que lui. Mais il y aura aussi des dommages occasionnés par l'utilisation de logiciels comportant des biais, c'est-à-dire inspirés en outre par des préoccupations différentes, par exemple des considérations de santé publique, telles que, je grossis le trait, on ne propose pas un traitement efficace mais coûteux pour des personnes trop âgées. On cherche à limiter l'occupation des lits dans les hôpitaux. Ces dommages-là, qu'on imagine bien pouvoir arriver, ces dommages-là seront évidemment beaucoup plus difficiles à mettre en évidence. L'établissement des faits nécessitera des expertises particulièrement complexes et on devine un bel avenir à de grands spécialistes, par exemple spécialistes des algorithmes ou de l'imagerie, je crois qu'il y en a un certain nombre ici. Sur le terrain du droit, et non plus du fait, les questions à résoudre ne sont pas moins redoutables. Didier, quel régime de responsabilité? Alors, je vais être extrêmement bref, d'abord parce que le maître des cérémonies nous a sévèrement mis en garde. En second lieu, parce que je ne veux pas vous entraîner sur un terrain de technique juridique trop aride. Il existe déjà en droit français au moins 3 types de régimes, ce qu'on appelle des régimes de responsabilité. La question qui se posera est de savoir lequel sera le plus adapté au problème dont nous parlons aujourd'hui. Il y a le régime classique traditionnel de la responsabilité pour faute. C'est la faute commise par quelqu'un qu'il faudra identifier qui entraîne le déclenchement de la responsabilité. J'ai entendu dans l'exposé de Nicolas Ayache tout à l'heure qu'il y avait des erreurs grossières possibles. Une erreur grossière, pour un juriste ou pour un juge, c'est une faute. Donc s'il y a des erreurs grossières possibles, il y a faute et peut-être place pour un régime de responsabilité pour faute. Encore faudra-t-il déterminer faute de qui, et ce qui ne sera pas forcément le plus simple. Mais le régime de responsabilité pour faute n'est pas exclu. On peut imaginer un régime intermédiaire que je me borne à citer, mais qui est déjà pratiqué pour les infections nosocomiales, par exemple, du régime dit de la faute présumée, c'est-à-dire qu'on n'a pas identifié l'auteur de la faute, ni véritablement la faute pour engager la responsabilité de l'établissement. Il y a un troisième régime de responsabilité qui est sans doute assez adéquat, qui est de plus en plus utilisé pour les dommages de santé, c'est ce qu'on appelle la responsabilité sans faute, qui est simplement fondée sur la constatation du dommage et de son lien de causalité avec l'activité dommageable. On peut panacher les trois, ce sera probablement l'affaire du législateur, parce que c'est au législateur qu'il revient d'instituer des régimes spéciaux de responsabilité. Dans les 3 cas, la question la plus délicate, ce ne sera pas tellement la détermination de régime de responsabilité, c'est comme toujours les preuves de preuve. Preuve du dommage, preuve de la faute, preuve de... etc. C'est-à-dire en réalité des questions d'expertise. Mais la question la plus délicate et la plus innovante, c'est la troisième et la dernière de notre propos. Quel responsable? Et là... 5 minutes. 4. 1 minute pour les questions. Bon, la détermination des responsables, ça va dépendre largement du régime de responsabilité qu'on aura mis en œuvre. Si c'est la responsabilité pour faute, le responsable est évidemment celui auquel on impute la faute, ce qui ne résout rien, comme vient de le dire le professeur Truchet, puisque qui a commis la faute? Le médecin, la machine. Si c'est la responsabilité du fait des choses
qui est la responsabilité pour faute présumée, la responsabilité classique du Code civil en matière de dommages causés par des machines, du machinisme. Une jurisprudence qui date de la fin du XIXe attribue la responsabilité à celui qui a la garde de la chose. Qui est-ce qui a la garde de la chose? C'est celui qui en a l'usage, le pouvoir de direction et de contrôle. L'usage, le pouvoir de direction et de contrôle. Voilà ce qui détermine le gardien aux yeux de la jurisprudence. Alors, est-ce que c'est l'établissement qui héberge la machine? Difficile à dire. Ou la personne physique ou morale qui l'exploite? L'exploitant a-t-il le pouvoir de direction et de contrôle sur une machine dont il ne maîtrise en rien les données internes? Si le principe de responsabilité retenu est celui des produits défectueux que vous évoquiez tout à l'heure, la responsabilité sera par hypothèse le fabricant. Mais le fabricant de quoi? De la carcasse, des logiciels de traitement, du logiciel d'apprentissage? Belle bataille d'experts en perspective. En tout cas, il y aura toujours nécessairement en première ligne une responsabilité du médecin, puisque l'on est en présence d'un acte médical, qu'il s'agisse de diagnostic ou de décision thérapeutique, et qu'un médecin ne peut pas se soustraire à sa responsabilité. Alors c'est facile à admettre en cas de mauvaise interprétation, lecture ou compréhension des résultats donnés par la machine. Ou, même si l'on en mesure les graves conséquences, lorsque le médecin décide de son propre chef de ne plus faire confiance à la machine, mais à son intuition, et qu'il se trompe. Mais c'est beaucoup plus compliqué lorsque le diagnostic ou la prescription du médecin sont conformes aux indications de la machine, puisqu'à ce jour, le médecin n'est responsable qu'en cas de faute de sa part. En quoi consisterait alors sa faute? Faudrait-il alors rendre les médecins responsables d'aléas techniques qu'ils ne maîtrisent pas, qui ne sont pas les leurs? Pas sûr qu'ils aient l'envie ou la capacité de supporter l'augmentation de primes d'assurance que cela nécessiterait. En tout cas, l'essentiel pour la victime, c'est qu'il y ait un responsable et un patrimoine responsable. Devant la difficulté, certains sérieux ont envisagé de rendre responsable le robot lui-même, auquel on reconnaîtrait une personnalité juridique et on lui attribuerait un patrimoine affecté. Philosophiquement, ça nous pose à nous, juristes, vraiment des graves cas de conscience. La responsabilité personnelle du robot. Faut-il alors prévoir un système d'indemnisation fondé sur les principes de solidarité? On l'a déjà fait en matière d'infection nosocomiale, on l'a fait aussi en matière de vaccination. Mais ici, il faudra convaincre le contribuable français d'accepter d'indemniser le dommage qui résulte de l'erreur commise par un concepteur de logiciels installé dans la Silicon Valley ou dans le fin fond de la Chine. Est-ce bien réaliste? Voilà, pas mal de questions. Il est trop tôt pour décider. Une seule certitude, toutes les pistes devront être expérimentées et le seront, pour donner aux victimes les meilleures garanties d'indemnisation. Un mot de la fin. Oui, deux mots de la fin. Premièrement, ce qui m'a toujours passionné dans le dialogue avec les médecins et les scientifiques tout au long de ma carrière, c'est le dialogue des doutes. Nous devons essayer de comprendre le doute des scientifiques et des médecins. Nous devons essayer d'expliquer aux médecins et aux scientifiques que les juristes aussi doutent et que ce doute est honorable car il est la contrepartie de la liberté. Le dernier mot, c'est faites confiance à l'imagination des juristes.